Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle émission d'AS Foot. Qu'aujourd'hui les gars, on se retrouve comme d'habitude avec Monsieur Nando Chachalana. Bonsoir à tous. Et il nous a sorti un beau survêt aujourd'hui là, Espagne 82, tu vois. Regardez, collector en plus, quel homme. Et nous sommes avec notre ami l'interiste, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est ça à dire. Et aujourd'hui, les gars, nous sommes très, très, très heureux d'accueillir Monsieur Giovanni Castaldi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc, l'ami Interis, c'est par rapport à l'Inter? Exactement. T'as passé un bon week-end, mon gars. Hein, bravo. Mais si tu savais ce week-end. Oula. Mais si tu savais aussi que Giovanni était un fou du Milan. Oui, c'est mon club, le Milan. C'est mon club. Non, j'ai pas de club en France, mais mon club, c'est le Milan. Et je dois bien avouer que j'étais très, très content du match de Zlatan et du Milan. Très content de battre l'Inter. Tu m'étonnes, surtout avec le début de match là, de Zlatan, là, incroyable. Hein. Fantastique. Il m'a fait franchement, pour un gars qui revient du Covid à son âge, là, purée. Les amis, on ne demande pas ça souvent, mais vu qu'on a notre compte qui est restreint et tout ça, déjà ceux qui sont dans le chat, si vous pouvez partager la publi qui va être faite là, pour partager le live, parce que on a besoin de tout le monde là. Ah oui, là, c'est fou ce qui vous est arrivé. En vrai, c'est hallucinant ce truc. Mais tu sais que tout ça à cause de la défaite de l'Inter. Parce que du coup, la défaite de l'Inter, ça a mis l'Interiste dans un mauvais mood. Paf, le compte. Les gars, je vous envoie le lien de notre nouveau compte. Donc, j'ai peut-être des bonnes nouvelles aussi à vous annoncer après en off. Mais, du coup, les gars, si vous voulez suivre ce compte, je vous invite fortement à aller le suivre. Ce sera notre compte de secours. Et on vous prépare quelque chose pour tous ceux qui donneront de la force et qui viendront sur le compte. Quelque chose de très sympathique. Et du coup, les gars, je vous l'ai mis en commentaire. Donc voilà. Et d'ailleurs, Obama Masqué qui est là, merci beaucoup frérot, à chaque fois que tu nous partages. Et du coup, les amis, on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va débriefer? On va débriefer donc bien évidemment le petit Milan contre l'Inter. Ça va être très sympathique. On va aussi parler donc de notre... pas retourner le couteau dans la plaie, mais c'était le Inter. Le Inter contre Milan, c'est pire. C'est pire encore. Non, mais vraiment, c'était... c'était à Giuseppe Meazza. C'était double dose. Hein. On en parlera. Nous allons aussi, on va remuer le couteau dans la plaie, les amis. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille ce week-end? Allez, là, tu peux. Zra c'est pas grave. En fait, on n'avait pas envie de mettre un grand coup de pied dans la Ligue 1, là, tu vois, d'entrée. Mais là, je crois que Bordeaux, ils avaient l'envie de rien du tout, hein, vraiment, pour le coup. Attends, vu que tu veux remuer des couteaux, il y a aussi le Nîmes PSG, hein, le 4-0. Allez, hop. Monsieur, nous, on a perdu contre Paris. Et franchement, ça m'a fait pas si mal que ça, tu vois. Mais voilà, les gars. Et puis après, on va parler donc avec Giovanni. Donc, tout d'abord, Giovanni, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, ce que tu fais actuellement, ton actualité, etc. Bon, alors j'ai 30 ans, donc je suis journaliste sportif. Je bosse actuellement à la chaîne L'Équipe où je fais l'équipe d'Estelle et l'équipe du soir. Je fais également les soirées de Ligue 1 tous les week-ends sur... pardon, j'ai reçu une notif. Toutes les soirées de Ligue 1 sur RTL le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors mon parcours, j'ai commencé il y a 11 ans maintenant sur Eurosport où j'étais chroniqueur pour Lundi Foot. Après, j'ai fait 2 années de stage chez Sport 365 où là, j'ai fait de tout, assistant d'édition, du desk, enfin bon, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et ensuite, j'ai rejoint Yahoo Sport en tant que stagiaire pour la Coupe du Monde 2014. Ensuite, j'étais en contrat là-bas pendant plusieurs années où j'étais, je suis rentré, d'abord j'étais rédacteur, je m'occupais un peu du site. Après, on a lancé plus d'émissions sur les réseaux sociaux notamment. On a fait pas mal de choses, des émissions de basket, de NBA avec Trash Talk, des émissions de foot, les soirées avec des champions, voilà. Et puis, parallèlement à ça,
Je suis passé aussi par iTélé, ensuite forcément CNews où je faisais lundi foot, 13h foot avec Pascal Pro, François Pinet et Julien Pasquet. Et puis donc l'été dernier, j'ai quitté le groupe Canal pour rejoindre l'équipe. Je faisais dans un premier temps l'équipe du soir et puis depuis la rentrée, je fais l'équipe d'Estelle également et l'équipe du soir. Et voilà, RTL, j'ai fait plein de choses. On refait le match quand c'était Pascal Pro, après Denis Balbeir, après j'ai fait le multiplex avec Christian Olivier et Philippe Sansfourche. Et puis là, cette année, donc, je fais les soirées de Ligue 1 avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et puis Baptiste Durieux, donc, que vous avez reçu, je crois, il y a quelques temps. Voilà un petit peu pour mon parcours et ce que je fais. Et on l'a reçu, c'était jeudi. Ouais, jeudi. Donc, ouais, très bon mec, très sympa, bosseur. Vraiment. Qui veut bosser, donc c'est bien. Non, vraiment très très sympa. Et puis on a passé un très bon moment. Et puis on va en passer un très bon avec toi aussi. Donc du coup, écoute, t'as fait énormément de choses. Donc aujourd'hui, du coup, après l'émission, tu vas avoir une émission de ce que j'ai cru comprendre. Non, j'avais avant. Ce que je disais à Nando, okay. C'est que si je faisais l'équipe du soir, c'était compliqué parce que. Je croyais que tu allais peut-être doubler. Non, je double pas. Non, j'ai fait l'équipe d'Estelle tout à l'heure et puis je suis rentré à temps pour être avec vous. Voilà. Ah voilà, c'est parfait. Trop bien là. Bon, on va parler du coup de ce fameux week-end. Ouais. Et donc, vu que toi, tu es fan de l'AC Milan et que notre ami l'interiste est fan de l'Inter Milan, on va débuter par ce fameux match. De quoi? L'Inter Milan. J'ai pas dit Inter de Milan, monsieur. J'ai dit Inter Milan. Vous me reprenez à tort là. Giovanni, tu le sais pas encore, mais ces deux zigotos là, leur petit plaisir, c'est de me reprendre à chaque mot, à chaque phrase. Et c'est pour que tu progresses, c'est bien, ils ont raison. Non, mais une fois que j'ai dit rétafé là, et bam. Mais attends, on te les garde, parce que contre qui jouait Barcelone, contre qui où est-ce qu'ils ont gagné Aston Villa? Ils ont gagné quand Liverpool. Non, Leicester. Non, il s'est repris. Leicester, monsieur. Il a commencé par Leicester. En gros, il nous claque du Newcastle, du Getafe, à la place de Retafe. Bon, elle est magique. Donc, Getafe, c'est beau. Hein. Ah, Retafe, attends, tu connais pas Retafe? Il joue. Ça joue, Getafe. En Espagne. Oh, c'est dur. Bon, donc l'Inter Milan AC, c'est ça? Voilà, on va en parler. Donc, on va éviter de parler des scores, puisque c'est déjà connu. L'Interiste a lâché une petite larme. Donc, je vais commencer par Giovanni. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Déjà, sincèrement, très surpris parce que l'Inter, que ce soit sur le papier ou dans le jeu, est quand même une équipe qui est censée être beaucoup plus forte que le Milan actuel, même si Milan, avec Pioli et Zlatan, entre guillemets, ça va un peu mieux. C'est une équipe qui est plus faible. J'ai été surpris parce que d'habitude, la force de l'Inter, c'est quand même l'engagement, et j'ai trouvé que dans les combats, que dans les duels, Milan avait pris largement le dessus. Alors, c'est une victoire un peu quand même en trompe-l'œil parce que l'Inter a dominé, l'Inter a eu beaucoup de situations. On va pas revenir sur Lukaku et les gros matchs, mais disons qu'il aurait pu mieux faire quand même. Il aurait pu mieux faire dans cette rencontre. Mais ça reste une énorme surprise parce que en termes de caractère, j'aurais jamais pensé voir l'Inter se faire croquer comme ça, surtout l'Inter de Conte par l'AC Milan, qui est quand même une équipe bien en deçà techniquement, quoi, et même athlétiquement. Voilà, quand ton milieu de terrain, c'est quand même Vidal, Brozovic, Barella, c'est des joueurs qui ont beaucoup de rythme, beaucoup de coffres, Achraf Hakimi également, mais ils sont passés en dessous, ils se sont fait manger psychologiquement, à l'image de Zlatan qui, au-delà de ses 2 buts, a fait un match colossal, quoi. Colossal, Zlatan Ibrahimovic qui sort du Covid et il rate son péno, il le remet derrière, ensuite il met le but, et puis voilà, en termes d'état d'esprit, de combat, je crois que c'est Lukaku l'an passé, quand il gagne, il dit il n'y a qu'un roi à Milan, et Zlatan lui répond en disant il n'y a pas de roi, il n'y a qu'un dieu et c'est moi. Bon, malheureusement, c'est un peu le bon résumé, je trouve. mais écoute, tu l'as très très bien résumé ce match. Mais alors vraiment, l'Interiste, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match? Je l'ai résumé de mon œil interiste. Alors moi déjà, je pense que notre équipe a commencé avec une défense à 3
sans nos deux titulaires, c'est très important pour nous. Avec Kolarov sur le côté gauche et Danilo D'Ambrosio à droite. Kolarov a fait un match catastrophique. D'Ambrosio, il s'est fait bouffer par Leao tout le match. C'était incroyable. En vitesse, c'était dur. Le café crème qu'il a pris par Leao. C'est terrible. Ah, ça fait très mal au cœur. Il est parti chez l'ostéo direct, là. Il était Non, mais pendant 20 minutes, on s'est fait clairement bouffer littéralement par le Milan. Après, on a un peu sorti la tête de l'eau, mais on a raté trop d'occasions, des situations. Je sais pas, c'était assez étrange. Ça m'a rappelé un peu le match contre la Fiorentina, la première journée. Oui, c'est vrai, ouais, tu as raison. Un peu le même type de match. Exactement, et j'ai l'impression que cette saison n'est pas. J'ai l'impression en fait que la finale d'Europa League on l'a encore dans les jambes. On n'arrive pas à avancer, à donner du rythme. Après, au côté Milan, Ibrahimovic, un monstre. Il a 39 ans. Il fait des choses, mais c'est incroyable. Aussi Benasser, je trouve qu'il a fait un très bon match au milieu. Ouais. Il a donné beaucoup de consignes pendant le match à Leao. Je ne sais pas si vous l'avez entendu en français. Il parlait en français, il donnait des consignes à tous ses joueurs. Et il montre du caractère quand même, Benasser, parce que il a vécu, quand il est arrivé au Milan, ça a été compliqué pour lui, il n'a pas tout de suite joué. Et c'est vrai qu'il se révèle un peu et il apporte un plus au Milan. Mais il y a un truc que tu disais, par exemple Kolarov. Bon, moi je veux bien, il est plus tout jeune, etc. Mais c'est Conte qui l'a voulu absolument. Bien sûr. C'est une recrue de Conte. Et parfois, sur certains choix de mercato, je prends l'exemple, moi je suis très content parce que Tonali il a signé au Milan et ça me fait plaisir. Mais l'Inter est en train de construire une équipe pour gagner tout de suite avec des garçons qui sont censés être haut niveau. Et quand tu prends Kolarov, qui se trouve contre l'Udinese ou contre l'Aspal, mais Kolarov normalement il est censé être bon dans ce genre de match et apporter de l'expérience dans ce genre de rencontre et quand il se trouve sur ce genre de match, ça remet fatalement en cause un petit peu les choix de Conte aussi, quoi. Mais c'est pas la première fois pour Kolarov, même contre la Fio il avait fait un match horrible, contre Benevento c'était pareil. Je sais pas pourquoi il a voulu tant ce joueur. Parfois, Conte, je comprends pas ses choix. Expérience, c'est un mec qui a besoin d'expérience. Il veut des gars, des soldats, exactement. Mais parfois, c'est pas ce qui va marcher forcément. Il n'y a pas des Zlatan Ibrahimovic partout dans le football, par exemple. Et surtout qu'en défense, pour moi, c'était pas le chantier prioritaire de l'Inter. Fallait plus relancer Skriniar, avec qui il y a eu quelques difficultés, mais qui a le potentiel pour moi d'être dans les 7-8 meilleurs défenseurs centraux en Europe. Tu as le petit Bastoni qui est absolument prodigieux. Donc, il y avait de la matière. Aller prendre Kolarov, c'était clairement pas ta priorité. Bon, même si tout le match ne se joue pas là-dessus. Et je pense qu'on peut reparler également de la prestation de Lukaku quand même. Parce que une prestation XXL, hein. Mais après, mais tu vois, genre malheureusement il la mettait pas au fond. Mais je trouve que s'il y avait un gars qui était vraiment positif à l'Inter, tu vois, malgré tout, c'était lui, parce que les 3/4 des occasions passaient par lui. Mais après, je te rejoins dans le fait où vas-y, il a énormément raté. Hein, c'était ouf, hein, pour Lukaku, c'est pas normal, quoi. Zlatan, c'est presque 3 occasions de but, même si c'est un penalty, il en prend. Mais voilà, t'as un tueur. Et on va dire un attaquant qui se crée beaucoup d'occasions. Zlatan, c'est terrible comment, quand il rentre, tu as l'impression que c'est le daron qui rentre et il joue avec des U17. Tu vois. Il rentre et il le regarde presque, tu vois. Il en impose tellement ce charisme qu'il a. Sache que dans le dernier derby où on a gagné 4-2 contre le Milan, en première mi-temps, la première mi-temps de Zlatan, elle est incroyable. Ça, je sais pas si tout le monde s'en rappelle. Il nous bouffe, alors on avait presque notre défense type, et il nous bouffe littéralement dans tous les duels, dans même la vision de jeu, les passes. Et tu te dis, le mec, il a 38-39 ans, mais comment il fait ça? Mais déjà, surtout, pour Zlatan, il y a évidemment, quand il est parti à Los Angeles, etc. Mais il ne faut pas oublier il y a son âge. Mais le gars, il a eu une blessure. Ça me fait penser, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure dans l'équipe d'Estelle avec Virgil van Dijk, et on se disait, c'est quelqu'un qui, au-delà de la gravité de la blessure, va mettre du temps à revenir de par son gabarit. Parce que quand tu te fais les genoux, quand c'est des gros costauds comme ça, des mecs grands, c'est encore plus dur de revenir. Et Zlatan, à Manchester, il se fait les ligaments. Il revient, il part 2 ans aux États-Unis et il revient. Et bon, même si c'est que
Ouais, mais même si c'est que 25 minutes, pendant 25 minutes à 8 tout seul, il roule sur l'Inter de Conte. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte quand même du niveau du gars, quoi. C'est hallucinant. Et le Milan, pour finir, le Milan qui est sur 4 matchs, 4 victoires, 1 but encaissé, 9 marqués. Donc peut-être que c'est leur année, malheureusement. Parle pas de bonheur, nous porte pas l'œil. C'est ce qu'ils cherchent depuis tout à l'heure. nous porte pas l'œil. Non, mais c'est beau, c'est beau parce que l'équipe sur le papier, elle est pas. Oui, elle est pas folle. Quand tu vois les équipes de la Lazio, quand tu vois le Napoli, quand tu vois l'Inter, la Juve, la Roma, l'Atalanta, bon. Mais après le Milan et la Lazio, ils ont un truc qui est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont un 11 de type qui est pas mal, mais c'est le banc qui ne suit pas, quoi. Et ils ont tous les deux devant. Ils ont tous les deux devant des tueurs, quoi, parce que Ciro Immobile, c'est un tueur, et Zlatan, c'est un tueur également, quoi. Donc, j'espère que, peut-être pas le titre de champion, mais au moins que le Milan retrouve la Ligue des Champions, ça serait bien. T'as dit j'espère, et hop, je suis devenu flou. En tout cas, c'est pas pour vous cette année. Ah, franchement, j'y crois pas trop non plus. C'est con parce que l'équipe, elle est belle. On a pas mal de réactions, donc on nous dit que après il y avait beaucoup d'absents aussi, ça explique pas tout, mais ça y participe grandement. On nous dit que Albrozovic nous dit qu'il a voulu Conte, il a voulu prendre que des joueurs d'expérience. Heureusement, on a pris Hakimi, ça équilibre. Et le Covid nous prive de Bastoni et Skriniar, sinon c'était titulaire. On a Mohamed Roger qui nous dit Skriniar, Bastoni, franchement c'est très solide pour le coup, c'est dommage pour l'Inter. Puis moi je trouve vraiment, enfin, d'un côté, l'Inter peut se plaindre de sa situation du Covid, etc. Mais comme tu dis, sur le papier, l'Inter est censé être au-dessus. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu en début de match, où vraiment, dans les 25 premières minutes, ils étaient un petit peu perdus. Moi, si vous deviez donner des tops ou flops, qui sait à qui vous penseriez directement? Moi, côté AC Milan, je pense direct à Théo Hernandez, que j'ai trouvé catastrophique. Je sais pas si c'était seul. Il trouvé pas très bon. Comparé au reste de l'équipe, j'ai trouvé pas très bon. Ouais, mais comme souvent, Théo Hernandez, c'est un formidable contre-attaquant. Mais d'ailleurs, c'est Didier Deschamps qui en a parlé un petit peu. Il y a encore des phases sur l'aspect défensif où il se fait bouffer. Et les absents côté Interis, c'était défensif. Mais sinon, offensivement, ça reste quand même une grosse machine parce que Lukaku, Lautaro, c'est des joueurs exceptionnels. C'est des joueurs de très grand talent. Donc, il a été. En plus, Hakimi. Exactement. Mais pour moi, le flop à l'Inter, en fait, tu peux pas condamner une personne. Mais ce que je disais, c'est que oui, il y a les absents et vos internautes ont raison. Mais il y a un truc. Tu sais que tu es face au Milan. C'est un match particulier, même s'il y a le Covid. C'est l'équipe de Zlatan, donc va y avoir. En fait, il va falloir aller au combat. Et tu peux pas commencer ton match pendant 25 minutes à te faire bouffer comme ça. Donc pour moi, le flop principal de l'Inter, c'est l'engagement et ton entame de match. Tu n'as pas le droit de te faire. Quand tu as une équipe qui joue le titre, tu ne peux pas te faire punir comme ça. Qu'après, tu aies un trou fin de première, à l'heure de jeu, parce que tu as beaucoup donné, parce que tu as maîtrisé, parce que dans l'engagement, tu y as été, il n'y a aucun souci. Mais te faire prendre à froid comme ça par une équipe qui est plus faible que toi dans l'engagement, quand tu es l'Inter de Conte, je pense que ça, il n'a pas dû le digérer, Conte. Non, mais je suis totalement d'accord. Et puis même quand tu regardes les stats, tu vois que d'un côté, tu as l'Inter qui a fait 18 frappes pour un seul but. Et de l'autre côté, tu te retrouves avec un AC Milan qui, a quand même 11 ou 12 frappes, je crois, mais qui a quand même été assez performant, tu vois. Et vraiment, je pense qu'ils ont manqué de réalisme. Et cette entame de match de l'AC Milan a totalement perturbé l'Inter qui devait venir, tu vois, avec la tête haute en se disant, ouais, malgré que ce soit un derby, on est au-dessus psychologiquement, physiquement. Et au final, ça a été le revers de la médaille, quoi, qu'ils sont pris. Exactement. D'ailleurs, Nando, on t'a pas demandé, t'as regardé le match ou pas? Ouais, j'ai regardé une grosse mi-temps. Et après, j'ai vu notamment toute la première quasiment. Et j'ai vu après 10-15 minutes. Mais non, moi je trouvais, c'est comme disait Gio, c'est difficile parce que c'était vraiment au niveau de l'état d'esprit que tu as capté. Et souvent dans ces matchs-là, en plus les derbys, c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. Je veux dire, voilà. C'est à qui veut le plus, quoi.
Voilà, après, il n'y a pas non plus 10 000 classes d'écart entre l'Inter et le Milan. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui vraiment mette de l'intention. Je trouve que ce qui a un petit peu facilité, moi qui ne suis pas du tout partisan, c'est qu'il y a eu 2 ou 3, ça change. Il y a notamment sur Théo Hernandez, 1 ou 2 fois qui doit être sanctionné sur Lukaku, pour moi, en première mi-temps. Et je pense qu'il y en a un, je me demande, c'est même pas péno quasiment ou comme ça. Et je pense que le match n'est pas le même, mais bon, c'était l'arbre qui cachait la forêt, Lukaku, voilà, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Après, non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, tout ce que j'ai vu, et puis Zlatan. Fantastique. Voilà, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Dire que beaucoup ont chié sur lui quand il était en Ligue 1, et dis donc, ça me fait bien marrer quand même. Hein. Mais il y en a qui, quand il arrive au Milan, qui ont dit que qu'est-ce qu'il va faire là-bas, le Milan pour qu'il recrute Zlatan, il est trop vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais encore cette année, pendant le mercato, il était envoyé dans des clubs qui, enfin pour moi, qui collaient pas du tout au niveau de Zlatan. On le renvoyait en Suède, mais même pas à Malmo forcément, ça le renvoyait à Marby, ça l'envoyait au Genova en Italie. Enfin bref, c'était vraiment des clubs qui, c'est pas les dénigrer, mais qui sont pas à la hauteur. Oui, Genoa, ça te va comme ça? Genova, c'est pas le même club. Il existe, c'est pas le même club. Non mais, non mais je le vois avec son petit sourire là en bas là. Il va nous balancer au Gervita, tu sais, non mais vas-y, mais tu vois, mais je me comprends, tu vois. Et Marby, c'était un coup de pub en fait, parce qu'il est devenu actionnaire du club. Il faisait genre, le community manager a fait genre qu'il signait au club, et je crois qu'il a mis 3 millions d'euros dans le club, ce qui a foutu fou de rage les gens de Malmö, du Malmö. Sa statue est tombée, ils ont, je sais pas, fait quoi avec sa statue. Je sais même pas c'est un rapport compliqué, Zlatan et Malmö. C'est très particulier. C'est très, très compliqué. Bien sûr. Bien sûr. J'ai lu également son bouquin. J'avoue qu'au-delà même de son parcours de ses clubs, j'ai toujours été, moi personnellement, fasciné par ce mec. C'est un joueur que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours été fan du personnage, parce que son parcours est génial. C'est un mec qui parle beaucoup, mais qui assume quand même 90% du temps. Et tu vois, c'est toi, Nando, qui disais ça. Tu as toujours l'impression qu'il joue face au U17. Je raconte un truc. Vous vous souvenez de son premier match en Ligue 1 à Lorient, là, au Parc face à Lorient, où PSG menait 2-0 et finalement il y a 2-2. J'ai été au tout début pas de ma carrière, mais c'était les premières fois que j'allais au stade en tant que journaliste, etc. Et je me souviens, depuis la tribune, c'est la première fois de ma vie que je voyais en Ligue 1, comme tu dis, j'ai vraiment eu cette image dans la tête où je me suis dit, le gars, il joue avec des mômes. C'est sur les duels, sur les trucs, la place qu'il prenait sur le terrain, la qualité technique, tout, c'était pas le même sport. Et c'est la première fois qu'en Ligue 1, parce que Ronaldinho, quand je le voyais au parc, quand j'étais gamin, j'étais trop jeune, c'est pas les mêmes souvenirs, pas les mêmes sensations. Mais là, c'est la première fois où tu te dis, mais en fait, le gars, il fait pas du tout le même sport, quoi. Et c'était hallucinant, hallucinant. Bon, moi, c'est un truc où je trouve que c'est dommage, c'est que Zlatan ait arrêté sa carrière internationale beaucoup trop tôt, à mon goût. Compliqué le rapport avec la Suède. Ouais, c'est ça, très quoi. Compliqué. Très compliqué. C'était là, c'est parti. C'est aussi politique. C'est de par ce qu'il a vécu. Voilà. Zlatan, oui, il est suédois, mais il a jamais eu l'impression que les Suédois l'ont considéré comme un Suédois. Et ça, il en a toujours beaucoup souffert. Il y a eu ça comme où il a quand même dit 450 fois qu'il avait placé la Suède sur la carte aux yeux du monde. Donc voilà, mais c'est un rapport très compliqué. Très, très compliqué. C'est un peu... il y a eu aussi parfois ces phases-là en équipe des Pays-Bas, avec le Clarence Seedorf, Edgar Davids, etc. Ça a été compliqué. Zlatan, il n'a pas toujours très bien vécu sa carrière en Suède, quoi. Non, mais vas-y. Non, je voulais enchaîner sur un autre sujet, en fait. Vas-y, je t'en prie. C'est vraiment sans transition. C'est-à-dire, je voulais dire, au niveau du foot européen, sans parler du match qui, pour moi,
c'était pas un fantastique match, à part qu'il y a eu quand même beaucoup de faits de jeu contre Liverpool. Le derby de la Mersey, là, Everton-Liverpool. La blessure de Van Dijk, quand même, c'était un scandale. Alors, la blessure, ça peut arriver, mais je veux dire que ça, c'est typiquement la fédé anglaise, que ce soit au football, au rugby, mais du mal à se remettre en question. Le mec, il sort sans un jaune, quoi, Pickford. Et même, il n'y a pas une. Enfin, tu vois, sans dire qu'il faille le virer 6 mois, le temps qu'il revienne, mais tu vois, c'est quand même un scandale. On l'a tous vu. Ouais, mais c'est un tacle d'assassin. Hein. Non, mais déjà, c'est fou qu'en live, l'arbitre le siffle pas. Je veux dire, sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Mais Nando, le problème, c'est qu'il s'appuie sur le fait qu'il y a hors-jeu. Donc, en fait, pour eux, cette action n'existe pas, puisque le gars est hors-jeu. Bon, déjà, je ne sais pas si vous avez eu sur les ralentis, mais déjà, le hors-jeu, il est très limite. Hein. Il est très litigieux. On ne parle même pas du deuxième avec Sadio Mané. Ouais, lui, par contre... Ah oui. Là, j'arrive pas à comprendre. Soit on n'a pas toutes les images, tous les angles, et il y a quelque chose... ils ont vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça me paraît extrêmement litigieux. Mais là, pour le coup, dans le cas de Virgil van Dijk, c'est typiquement le règlement. Le seul truc qui pouvait se passer, c'est qu'après, en commission, il se passe quelque chose, mais la commission ne revient jamais sur quelque chose qui n'a pas été sifflé en match. Donc là, tu es prisonnier d'un truc. À partir du moment où il siffle hors-jeu, c'est le règlement et c'est terrible. Mais là où je te rejoins, Nando, c'est que ça pose les questions des hors-jeux en Angleterre. Où pour le coup, c'est pas la première fois que ça arrive. On se souvient début de saison passée avec Raheem, non, c'est début de restart ou début de saison passée, je sais plus, avec City et Raheem Sterling, où les mecs ils sortaient les lignes en pointillés, ils te faisaient les dessins pour t'expliquer qu'il avait potentiellement le petit doigt hors-jeu, ce qui était absolument rocambolesque. À un moment donné, les hors-jeux, il va falloir que, en fait, avec le VAR, le hors-jeu change. Fatalement, parce que tu n'arbitres pas de la même manière, puisque tu as les images. Et on ne peut pas, pour 1 millimètre près, faire des schémas hyper compliqués pour prouver qu'il y a un bout du talon du truc de tel ou tel joueur qui est hors-jeu. Il va falloir que la Ligue anglaise adapte son règlement du hors-jeu, qu'il y ait cette forme de zone grise. Parce que ça se trouve, le petit doigt qui dépasse, c'est au moment du départ du ballon. Et le hors-jeu, il y a toujours une zone grise sur le départ du ballon. Donc, il faut qu'il y ait cette mini-zone grise derrière sur le hors-jeu, sinon on ne s'en sortira pas. Et il y aura ce genre de scandale. Je suis d'accord avec toi, Nando, c'est au-delà de la blessure. Le tac de Pickford, c'est du délire, quoi. Moi, je trouve que je suis mesuré avec le VAR. Je trouve que c'est bien d'un côté. Mais en fait, je ne sais pas si c'était faisable. Moi, j'aurais opté pour une autre solution. C'est-à-dire que je trouve le truc, je trouve très très dangereux actuellement, encore plus comment c'est arbitré. C'est-à-dire qu'on attend le dernier moment, mais le dernier moment pour siffler le hors-jeu. Le mec, sans parler d'un tacle qui peut arriver, tout ça, le mec musculairement, en courant, il peut se claquer. Tu vois, ça peut arriver. Oui. Ça déroule tellement longtemps. Moi, je pense qu'on devrait laisser. Je suis désolé, ça fait partie du jeu. L'arbitre peut se tromper à partir du moment où on le dit. C'est-à-dire que tu laisses. C'est-à-dire que concrètement, l'arbitre, il arbitre normalement. Il pense qu'il y a hors-jeu, il pense qu'il n'y a pas hors-jeu. Il y a le VAR et tu as le droit d'utiliser. Je dis une connerie pour les hors-jeux. Tu as le droit d'utiliser une fois par mi-temps. Comme au tennis. Voilà. Une fois par mi-temps, tu as le droit de dire eh bien là, je parle pour le hors-jeu. Comme au football américain, quoi. Ouais, mais voilà, mais tu le gardes pour le reste, pour tout ce qui est anti-jeu, pour s'il y a un mec qui fout une praline quand l'arbitre est tourné, pour tout ça. Mais pour le hors-jeu, merde, quoi. Je veux dire, quand ça se joue à ça, des fois, les mecs, ils n'ont même pas levé la main. Tu as des gars, des défenseurs, ils ne lèvent même pas la main. Ça serait passé, même, tu vois, même on en parlera tout à l'heure, absolument pas un fait de jeu marquant, quoique, mais bon. Sur Ben Arfa. Ouais, la pointure du pied, quoi. Tu vois, il est hors-jeu, hein. Désolé Nando, mais il est hors-jeu. Hein. Ah, bien sûr qu'il est hors-jeu. Non, il est hors-jeu. Non, mais il est hors-jeu sur la règle. Non, mais sur dommage, pour une fois qu'il y avait un beau but à Bordeaux, c'est dommage. Hein. Et pour une fois, moi j'avais posé 100 balles sur Ben Arfa à 4,55, je peux te dire que j'avais les boules. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, non, mais sérieux, je veux dire,
je trouve que c'est un truc où on peut adapter. Je suis désolé, on est dans un truc, plutôt que de jouer au millimètre et pendant 5 minutes d'analyser la bande bleue, la bande rouge, la bande de trucs, tu dis, tu as le droit une fois, en par mi-temps, et basta, pour le hors-jeu, je dis juste. Mais Nando, au-delà de ça, je pense que c'est un truc, certainement que parfois ils ont dû y penser à cette règle de pouvoir demander un ralenti, comme ça se fait dans d'autres sports. Mais en fait, et c'est pareil pour les mains, et c'est pareil pour toutes les autres situations. Il y a eu des polémiques sur le carton rouge de Girotto, sur Oussem Aouar en Ligue 1. En fait, ce qui est insupportable, et moi, là où je deviens totalement fou, c'est que les mecs, ils rajoutent la VAR. Donc, fatalement, ton arbitrage, il change. Fatalement, puisque tu disposes d'images dont tu n'avais pas. Tu fais rentrer d'autres personnes qui sont à Paris derrière les images dans ton raisonnement. Et en fait, les règlements, ils ne bougent pas. Les règlements ne sont pas adaptés avec la vidéo, puisque tu vois de nouvelles images, tu vois de nouvelles choses. La manière de décortiquer le hors-jeu est différente. La manière de voir un carton rouge est différente. Et les règlements ne bougent pas. Donc, tu as l'impression qu'ils ont mis la vidéo pour mettre la vidéo, mais qu'ils n'ont pas adapté l'arbitrage en fonction de la vidéo. Donc, il y aura toujours des scandales, puisque j'entends toujours ouais, c'est un scandale le carton rouge de Dimitri Payet, comment on n'a pas pu le siffler ça? Mais au final, on te dit c'est la faute du VAR. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, une décision humaine, puisque c'est soit le mec dans le quart qui décide, soit l'arbitre principal. Mais c'est une réaction, comment on dit? J'ai oublié le mot. C'est une interprétation de l'image par des gens. Donc la décision humaine reste. Mais si tu n'aides pas l'humain à prendre la bonne décision avec le bon règlement, avec les intentionnalités, la volonté de faire mal, de ne pas faire mal, et d'ajouter tout ça dans le règlement, en fait, on s'en sortira jamais. Il y aura toujours des polémiques, puisque le règlement n'est pas adapté. Au-delà même du VAR, en fait. Mais dans ce cas-là, tu restes sur ce qui a été fait où il n'y a pas d'interprétation. Par exemple, tu gardes la goal line, ça passe la ligne ou ça passe pas la ligne. Voilà. Et à la rigueur, tu gardes le VAR juste s'il y a un comportement antisportif. Ça peut être la solution aussi si tu n'adaptes pas le règlement. Ça vaut. Mais là, ils ont pas attendu la VAR pour mettre le rouge à Zizou. Tout le monde sait qu'ils l'ont vu à la vidéo en 2006. Tu crois? C'est sûr. Mais bon, bref. Bien sûr. Voilà. Mais donc, bien sûr. Mais ça, à la rigueur. Mais c'est vrai que c'est chiant. Moi, ce qui m'embête, c'est surtout, c'est finalement, tu ne donnes pas, après on dit, ouais, ils n'osent pas attaquer. Tu ne donnes pas la priorité à l'attaque. Tu vois. Et quand ça se joue à ça, vraiment, quand c'est un coude qui dépasse, il faut arrêter de déconner. Et puis surtout, ça hache le jeu, quoi. Quand tu vois, moi, je ne sais pas comment ils font, les mecs, pour invalider, après, on l'a vu cette année en Ligue 1, des 3 minutes. 3 minutes. Et avec après, c'est pas parfait. Moi, tu veux que je te dise sincèrement, je préfère qu'ils prennent 3 minutes et qu'ils se plantent pas, plutôt qu'il y ait des mecs parfois qui vont même pas regarder. Et il y a des décisions scandaleuses. Là, cas hier, Monsieur Le Texier, le deuxième carton rouge là sur Michelin. D'où il y a carton rouge? Il le vérifie même pas, ouais. Il vérifie même pas. Il n'y a jamais carton rouge. Exactement. C'est même pas un pied décollé sur la semelle. La semelle de Michelin est collée sur la pelouse. Alors, il rate son geste. Mais si tu mets un carton rouge pour ça et que tu as la vidéo, ça ne sert à rien de mettre la vidéo. Ça ne sert à rien, puisqu'il ne prend même pas le temps d'aller vérifier. Et il n'y a même pas le mec dans le camion du VAR à Paris qui lui dit là, monsieur Le Texier, tu déconnes. Et ça, c'est pas normal. Donc, les 3 minutes, bon, même si c'est chiant, je suis d'accord avec toi, Nando, ça casse le rythme, c'est insupportable, tu as l'impression de regarder de la NBA, c'est chiant par moment. Et Dieu sait que j'adore la NBA. Et parfois, c'est vrai qu'il passe 107 ans pour voir si la faute était derrière ou. J'ai reçu un appel. Et ben, vous savez qui m'a appelé? Qui ça? C'est Bertrand Latour. Voilà. Bertrand Latour, mon fidèle acolyte, puisque je sais que Baptiste nous avait mentionné tous les deux. C'était mon bon Bertrand qui m'a appelé. Bref, tu parleras de nous. Oui, je lui dirai. L'immense Bertrand Latour. Non, mais bref, les 3 minutes, elles me dérangent moins que l'erreur aberrante hier de monsieur Le Texier, par exemple. Mais tu vois, moi, je te rejoins. Bon, c'est un débat je crois qu'on n'a jamais eu lieu, ce débat de la VAR. Et pourtant, on en avait déjà parlé. Donc, moi, mon avis sur la VAR est très clair. Le problème actuel avec la VAR, c'est qu'il n'y a pas de formation réelle. Chaque pays le fait à sa sauce.
il faudrait que la VAR, à partir du moment où elle a été instaurée, y ait, comme tu dis, tu vois, un nouveau règlement, des nouvelles formations, que les gars qui vont derrière la VAR soient tous formés de la même manière. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec des arbitres, comme tu as dit, comme le Texier. Moi, j'ai trouvé ça aberrant. Bon, après, ça changeait pas énormément dans le cours du jeu. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Le truc, tu dis ça n'a pas changé le cours du jeu, mais pour Lens, c'est catastrophique. Ah oui, mais voilà, mais là-dessus, je suis d'accord, tu vois. Mais Michelin, genre, il a direct capté, il s'est dit, mais attends, mais il va même pas voir la VAR. Mais moi, j'ai trouvé ça ouf que Michelin, il était déjà dans le tunnel pour aller dans le vestiaire. Et l'arbitre, il a absolument, à aucun moment, il s'est dit, peut-être qu'on va quand même vérifier la VAR, ils sont déjà à 10. Bien sûr. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Mais moi, c'est là où, pour moi, je trouve ça catastrophique. C'est que la VAR n'est pas utilisée de la même manière par tout le monde. Moi, je trouve que l'invention de la VAR est exceptionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que je m'en souviens des matchs avant où autant ton équipe allait marquer sur un but hors jeu de 2 mètres et tu étais très content. Mais je me souviens aussi d'énormément de matchs où les équipes se faisaient soulever avec des buts hors jeu, des coups francs qui n'existaient pas. Et moi, pour moi, c'est des trucs qui vraiment me saoulaient. Mais à un point ouf. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Malheureusement, c'est pas à adapter. Et que ce soit l'idée de Nando que je trouve très bonne. Malheureusement, tu vois, moi, je me dis qu'avec les possibilités qu'on a, on devrait l'utiliser comme on l'utilise aujourd'hui. Mais tu vois, de manière poussée, je pense que ce serait un peu triste de se limiter à 1 ou 2 actions. Mais ouais, moi, je trouve que c'est surtout un problème de formation. Et on peut pas forcément en vouloir aux arbitres puisque y a rien qui est mis en place pour les former correctement, tu vois. Donc bon, moi, je pense qu'il faudrait plus se tourner vers l'UEFA et tout ce qui est les grandes instances du football. Après, ils suivent, ils ont juste sur les formations, ils ont été tous. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils tournent. Un coup, ils sont dans le quart, un coup, ils sont sur le terrain. Quand tu dis uniformiser, ça serait peut-être uniformiser la manière de l'utiliser et qu'il y ait une forme de cohérence dans les décisions. Parfois, des choses sifflées en Angleterre le soient également en France. Mais ça malheureusement, c'est un petit peu utopique, à mon avis. Mais bon. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Sofiane, de la VAR, toi? Moi, franchement, j'étais hypé un peu par la VAR, honnêtement. J'étais content, puisqu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai que quand tu as des arbitres, c'est des hommes, comme on dit, dans le camion de la VAR, ils vont interpréter eux-mêmes comme un arbitre, comme ils sont arbitres, la situation qu'il y a. En fait, il n'y a pas de règle pour les orienter vers le choix logique que tout le monde pense. Là, c'est aléatoire, on va dire. C'est des choix aléatoires. C'est-à-dire, par exemple, un hors-jeu et un arbitre, il va dire oui, mais il n'y a pas hors-jeu. L'autre va dire oui. Carton rouge, pareil. C'est comme si, en fait, tu avais 4 arbitres sur le terrain, en gros. Voilà. Bien sûr. Exactement. Ça reste une décision humaine. Contrairement à la goal line, comme le disait Nando. C'est ça. Bon, moi, je vais en profiter pour continuer sur le sujet. Puisque du coup, bon, comme tout le monde a pu suivre hier, il y a eu le fameux derby du Nord que tout le monde attendait depuis un certain nombre de temps. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce derby? Comme mon compte. Qui commence? Vas-y, Joe. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Gros match, bien évidemment, des Lensois. Gros match, je trouve, de Burak Yılmaz qui clairement change le match parce que c'est lui qui marque le premier but. Et je trouve qu'il a cette capacité à emmener tout le monde. On parlait du leadership un peu de Zlatan. Évidemment, toute proportion gardée, parce qu'avec les réseaux sociaux, on va dire que j'ai comparé Burak Yılmaz et Zlatan. Donc non, c'est pas du tout ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un mec qui insuffle en fait le rythme et l'état d'esprit à son équipe. Et il est toujours dans le combat, toujours important. Donc voilà. Joe Bamba, qui a été excellent et c'est mérité parce que c'est un garçon qui l'an passé a pas toujours tout bien fait sur et en dehors du terrain et qui a su se remettre en question, qui a beaucoup travaillé athlétiquement pour revenir au top et il en est récompensé. Donc ça, j'aime. La forme de cohérence avec Christophe Galtier, c'est un club qui travaille bien. Voilà. Le seul coup de gueule que j'ai envie de pousser parce que ça m'insupporte, mais vraiment ça m'insupporte, et c'est ce qui se passe au Real Madrid avec Eden Hazard. Jonathan David, il va au clash avec son club, avec la Gantoise, pour rejoindre le LOSC. Il est payé 30 millions d'euros pour venir à Lille. Et le mec, il arrive et il n'est pas en forme. Athlétiquement, il n'est pas prêt. Le mec arrive à signer dans un club, c'est le plus gros transfert de l'histoire du LOSC, et il n'est pas prêt.
Et ça, moi, c'est un truc, ça me rend hystérique. Comment un mec, en plus, il y a eu le temps, il y a eu la coupure, les mecs, Ben Arfa, par exemple, et là, je le dis sans troll, il a eu quelques petits problèmes de poids, l'ami Athème, notamment au Paris Saint-Germain. Là, à Bordeaux, tu peux penser ce que tu veux de son match, mais il était fit, le gars. Il était athlétiquement prêt. Comment un mec comme Jonathan David, et en plus, Galtier est sympa puisqu'il le met tout le temps titulaire alors qu'il connaît qu'il y a une petite baisse de régime, qui lui, pour le coup, est impeccable sur le plan athlétique, il va sur le banc. Par contre, Jonathan David, il est toujours titulaire et le gars est pas prêt physiquement. Et ça me rend hystérique. Je comprends pas, quoi. Non, mais moi, je me posais la même question tout à l'heure. J'en parlais avec des personnes. Et je comprends pas. Jonathan David, il doit avoir au minimum 3 à 4 kilos de trop, là, actuellement. Quand tu regardes les vidéos de l'an dernier à la Gantoise, où il plantait but sur but, moi, comme toi, tu vois, je me dis que 30 millions, on est déjà mi-octobre. Le mec est dans. Burak Yılmaz est 15 fois meilleur que Jonathan David depuis qu'il est à Lille. Mais tu vois, s'il était prêt et qu'il rate, ça arrive. Oui, voilà, mais là, il n'est pas prêt. Il a ni l'un ni l'autre. Au moins arrive prêt, quoi. Au moins arrive prêt. Et hier, il y a 2 séquences où il y a des décalages, où il est en 1 contre 1, où d'habitude, effectivement, pour ceux qui, même si tu n'as pas vu tous les matchs de la Gantoise, moi j'avais un peu regardé parce que c'était une équipe qui, en termes de football, était plutôt sympa de temps en temps. Je ne dis pas que j'ai regardé 40 matchs du championnat belge, hein, mais c'est un mec qui avait sur le premier appui de l'explosivité. Là, il n'avançait pas hier. Et tu regardes ses matchs, il n'avance pas. C'est pas sérieux, quoi. Ça, franchement, c'est pas sérieux. Mais tu sais que moi, je viens à m'en demander s'il n'y a pas une clause dans son contrat ou quelque chose comme ça qui oblige Galtier à le faire jouer. Parce que je ne comprends pas, comment ils attendent autant. Mets-le sur le banc, fais-le comprendre. Tu peux pas le tuer, le gars. Déjà, tu peux pas le tuer. Il y avait mais vous allez lui donner sa chance d'attaquant. Tu avais Ikoné qui était peut-être sur le départ. Tu avais Bamba qui, en début de saison, avait un peu de mal. Burak Yılmaz, ils l'ont mis d'entrée. D'entrée, lui, à part qu'il a été un peu plus brouillon les premiers matchs, mais c'est un gars qui, voilà, c'est un fer dedans. Il amène tout le monde, il a de la niaque. C'est un guerrier. Hein. Et puis, il est pas trop mal avec ses pieds aussi. En plus. Après, il est juste pas élégant, mais bon, ça, c'est pas grave. Hein. Ah bah ça, qui marque des buts. Hein. Mais je veux dire qu'il fait bien le taf. Et c'est vrai que. Mais ils n'avaient pas Timmy Solution. Je crois que Yazice, en début de saison, je crois qu'il avait des pépins aussi. Il revenait d'une grave blessure. Des croisés. Des croisés. Donc finalement, mais attends, je te la tape par 1000 que Yazice, il est rentré, il a claqué. Il a claqué aussi en rentrant. Bamba, il est là. L'ami Jonathan David, il va faire banquette un petit peu là, à mon avis. Ouais. Bah, je pense, avec la Ligue Europa qui arrive, en plus, il va y avoir une forme de rotation. C'est vrai qu'il y a un autre, je ne sais pas, mais moi, ça me fait trop plaisir de le voir. Hier, il était à un super niveau, c'était Renato Sanchez aussi. Ah, mais incroyable, fantastique. Hein. Vraiment. Portugais, puis Leandro. Non, Dieu sait à quel point j'ai trash talk Renato Sanchez, parce qu'il est formé à Benfica, tu vois, donc le club rival du Sporting. Mais aujourd'hui, je l'admets, c'est un joueur qui a énormément mûri. Je trouve que la Ligue 1, elle lui a fait vraiment du bien. Et puis, c'est un joueur qui s'épanouit et qui est incroyable. Il est vraiment trop fort, que ce soit offensivement, défensivement, sa vision de jeu. Je le trouve vraiment trop fort. Il est tellement facile que tu as l'impression qu'il ne force pas. Ouais, exact. Après, juste sur hier, il est très fort, mais Lens était quand même particulièrement faible. Donc c'est quand même. Je suis d'accord, hein, Renato, il monte en puissance. Ce qui change, c'est que physiquement, il est un peu libéré de tous ses pépins. Et c'est un joueur qui a besoin d'être en canne et d'être très fort sur ses premiers appuis. Et c'est vrai qu'hier, on a retrouvé cette forme d'explosivité. Mais Renato, moi, je vais attendre de voir là en Europa League sur des matchs ou sur des plus gros matchs en Ligue 1 avant de me faire un avis définitif sur le fait qu'il est mûri, etc. Parce que c'est un garçon qui a d'énormes qualités. Oui, mais ce qui lui a manqué, c'est de la constance. Donc, moi, je m'enflammerai un peu moins. Non, mais tu vois, moi personnellement, du coup, j'ai suivi ses débuts à Benfica et tout. Et vraiment, hier, ça m'a vraiment rappelé l'époque où il était à Benfica et où tu veux dire tu vois. Ouais, là où il a fait que 6 mois, c'est ça? C'est ça, ouais, mais exactement. Non, mais exactement. Mais il a fait 6 mois où il était incroyable, tu vois. Et derrière, il signe au Bayern.
Moi, enfin, à partir du Et tu moment où sais il a quoi? signé, un truc, c'est le. S'il joue que 6 mois, il peut signer à Bordeaux, hein. Je pense que c'est un bon profil. Ouais, c'est possible. À Bordeaux, 6 mois, ouais, C'est déjà 2 fois trop, hein. C'est limite trop, ouais. Mais Bordeaux, vous êtes tombé dans vraiment. Bref. Non, mais on en vient, tu vois, on en vient. Moi, j'ai envie d'entendre Nando sur Bordeaux quand même. La transition, Qu'est-ce qu'il fait ton club? Ah oui, c'est vraiment terrible. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'il fait pas, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ce que je disais un peu en rigolant, tu vois, je disais au moins on est constant, tu vois, on alterne bien temps faible et temps faible. Et ça c'est tout à notre honneur, tu vois, on a cette capacité à. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a un pari qui est fait par Gasset de mettre d'entrée à thème, qui est un pari, comment te dire, osé. Pas maxi réussi, mais moi, comme je te dis franchement, j'étais content parce qu'on a vu quelques trucs de foot. Et nous, à Bordeaux, on a besoin de voir. On est quand même, on n'est pas un public hyper bouillant, ce que tu veux, mais on aime le foot. Et là, on est sevré de football depuis un moment. Le gros truc qui nous manquait énorme, c'est Koscielny qui s'est blessé juste avant l'entraînement. Tu vois, à l'entraînement, juste il y a l'avant-veille. Comme ça. Donc, on avait trouvé un axe fort. Baïs, Koscielny, une défense, un bloc, avec un Basic qui jouait un peu au ballon, un truc comme ça. Et il nous manque surtout de la vitesse devant. Bon, ce que je dis, qu'est-ce qui se passe avec Maja, Nando? Pourquoi il ne joue pas Maja? De fou, incompréhensible. Parce que sincèrement, bon, c'est en fin de match tout ce que tu veux, mais le but qu'il met, c'est un vrai but de neuf et c'est une prise de profondeur, de décision, une manière de déclencher rapidement que je ne vois pas chez les. Alors, sur RTL, j'avoue que je suis particulièrement dur avec Depréville et Houdin parce que c'est des joueurs, personnellement, je ne comprends pas leur poste, je ne comprends pas ce qu'ils apportent. Bon, bref, mais tous les entraîneurs ne peuvent pas se planter et c'est un truc qui doit me dépasser. Mais passons. Mais Josh Maja, c'est vraiment un garçon qui. Alors, je ne te dis pas qu'il doit être titulaire indiscutable, mais au moins qu'il ait sa chance, parce que c'est un profil, je trouve, que vous n'avez pas, en fait. Mais je pense qu'il va jouer. Mais je pense que pour l'instant, il a voulu se rassurer, à mon avis, hein, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que Gasset a voulu se rassurer. Un peu, quand même. Déjà, il n'a pas choisi son effectif. Il arrive avec. Donc, il commence par la défense. Derrière, il a mis des attaquants qui défendent. C'est très con. Et donc, un mec comme Depréville, mais je suis d'accord avec toi, Depréville, je n'aimais pas. L'année dernière, je l'ai beaucoup défendu, mais cette année, c'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il prend le ballon, il ne sait pas quoi en faire. C'est ce que je disais. C'était notre numéro 9 quand même à Marseille. Et quand, à chaque fois en position offensive, ton attaquant, le jeu il s'arrête à lui à chaque fois, c'est bien sûr. Problématique. Et sans avoir un corner, sans avoir une touche, sans avoir rien. Et Oudern, c'est un peu mieux, mais Oudern, ça aurait dû être, pour un club comme Bordeaux, je parle de standing, je ne parle pas de ce qu'on a effectué factuellement maintenant, un mec comme Oudern, ça aurait dû être un attaquant de complément, un mec bien de sûr. complément. Et le problème, c'est qu'il est arrivé surpayé avec les histoires qu'on a eues avec il a quand même fallu 5 logos. Hein. Et voilà. Et donc, si tu veux 10 millions d'euros pour lui, bon, laisse tomber. Voilà, ça marche on marche sur la tête. Et Maja, pour te répondre, je pense qu'il va jouer. Le seul truc, c'est que je ne comprends pas aussi qu'il ne joue pas un peu plus. Et là, je me dis juste qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui doit être du domaine. C'est pour ça. C'est pour ça que ils ont peut-être peur qu'ils ont peut-être couillé dans le dossier. Il doit y avoir des agents véreux. Ils ont peur que la pomme pourrie elle sorte. J'en sais rien, mais c'est très très bizarre parce que Gasset il connaît le foot et à chaque fois qu'il rentre, il amène quelque chose. C'est un peu l'énigme. C'est un peu l'énigme. Et moi, je crois beaucoup. Et il ne faut pas grand-chose à Bordeaux je dis pas pour être dans les 5 premiers. Hein. Pour passer déjà, d'être dans les 9-8 premiers, tu vois. Il ne reste pas grand-chose. Ouais. C'est d'avoir l'assise défensive et Maja avec Ben Arfa qui lui tourne autour. Et après, tu mets ce que tu veux autour. Tu as des bons joueurs. Hein. Basic, c'est pas mauvais. Bon, Otavio, il est juste nul depuis début de saison. Voilà. Mais sinon, l'an dernier, c'était pas un si mauvais joueur que ça.
T'as Adli aussi. Adli, la relation technique, on a vu quelques petits trucs, mais le problème d'Adli, c'est qu'il est un peu fragile, il n'est pas en confiance, voilà. Et Nando, non, ce que je dis, c'est vrai, au milieu de terrain, il y avait tellement de monde que c'était vraiment une bonne idée de laisser partir Zediou Youssouf et Aurélien Tchouaméni, quoi. C'était vraiment bien senti. Bon, après, le problème, Bordeaux, 20 millions pour Tchouaméni, qui refuse 20 millions. Non, je sais pas, il y a des nouveaux actionnaires qui sont arrivés. On m'a expliqué moi, je suis bêtement la com, hein, je sais pas. Ah, ben, tu me parles des trois, mais moi, c'était un crève-cœur. On perd les trois. Les trois, c'est la même génération. Monsieur, on en a parlé sur Twitter, Nando, de Zediou Youssouf. Ben oui. On perd Jules Koundé, Zediou Youssouf et Aurélien Tchouaméni, une année sur l'autre, comme ça. Et moi, je pensais que, justement, avec des investisseurs tarifs, évidemment que Jules, je m'étais dit qu'on allait le garder peut-être un an de plus, mais tu vois, qu'ils allaient bâtir avec des jeunes. Tu as raison, laisse tomber. Youssouf, il a quasiment jamais eu sa place. Il le mettait à droite, à gauche. Youssouf, c'est un mec qui doit jouer dans l'axe. C'est pas un mec de couloir. Bien sûr. C'est un mec qui doit être relayeur. D'ailleurs, moi, je l'avais fait venir sur un Insta Live et il était venu chez nous, Jules, et il nous avait expliqué que le meilleur, lui, il te dit tout le temps, le meilleur joueur mais il joue quand même à Banega et tout. Et le meilleur 10 avec qui j'ai joué, c'est Zediou Youssouf. Il te dit, mais en position tu vois, de 8, un petit peu de relayeur, meneur de jeu. Comme Cuisanche, il a joué là. Pareil. Voilà. Tu le mets dans la zone là, c'est fantastique. Mais puis en plus, bien vendu, 2,5 millions à Saint-Etienne, bravo. C'était très fort de la part de Bordeaux. Club ami, vraiment ami. Hein. Et là on a pas mal de réactions. On nous dit Maja jusqu'ici a eu du mal à s'imposer quand il a joué. Après son dernier match, j'ai vu les propos de JL Gassé. Il a marqué des points, on devrait le voir plus. Papy Gomis qui nous dit Maja, on sait tous qu'il est très bon, mais moi j'ai vu 3 matchs de Bordeaux, il n'est pas exceptionnel non plus. Après, quand tu vois que Nicolas Depréville est titulaire, c'est étrange quand même. Peut-être que c'est un problème extra-sportif. Moi, je voulais juste rebondir là-dessus, puisque moi, un truc que je comprends pas dans l'affaire Josh Maja, c'est que c'est un gars qui avait un très bel avenir, qui lui était promis en Angleterre, etc. Il signe à Bordeaux. Donc, si comme tu dis, il y a des couilles dans le contrat. Mais tu vois, genre, s'il y a des couilles dans le contrat, je peux le comprendre. Mais je ne comprends pas qu'un buteur comme Maja, qui était autant sollicité, que ce soit en Championship, en Première Ligue, qui est anglais, qui du coup a une valeur marchande qui peut être incroyable, je ne comprends pas comment Bordeaux ne mise pas sur lui. Et vraiment, quand je vois des fois des Jimmy Briand qui entrent à la place de Josh Maja, Jimmy, moi vraiment, Jimmy, il faut qu'on, je sais pas. C'est fini pour le niveau personnel. Moi, il faut qu'il mette son 100e but. Quand il met il a dit, je veux marquer mon 100e. Je sais pas. Il faut lui donner tous les pénaltys s'il y en a. Il faut lui donner tout. Il met ses 100 et il part au Qatar. Voilà. Mais il a combien de buts? Il est à 99. Il veut mettre son 100e. Il veut mettre le 100e. Donnez-lui un pénalty, bordel. Mais pour ça, il faut qu'ils en obtiennent un de pénalty. C'est ça qui est compliqué. C'est vrai. C'est ça. Mais je sais pas. Mais oui, il avait une proposition là. Je crois que c'était aux Émirats ou au Qatar. Et sa motivation pour rester, c'est mais parce que voilà. Et puis il coûte cher en salaire. Et voilà. Mais il faut savoir qu'un mec comme Hatem, c'est ça qui est extraordinaire. Il arrive pour un salaire, pour une fois, qui n'est pas un salaire mirobolant, parce que, comme je te dis, moi, pour revenir sur le débat d'Hatem, comme j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ça peut être que du plus. C'est pas un mec qui coûte cher les transferts. Bien sûr. 95 000 euros par mois, c'est-à-dire qu'il touche moins que Houdin qui est à 130, moins que Depréville qui est à 130, moins que, tu vois. Bien sûr. Un mec, et il ne fait pas la maille. Dans un an, salut Hatem, merci. Non, il peut que vous apporter du plus. Puis surtout, tu te dis, bien sûr. Et puis, regarder le match juste pour voir ce qu'il allait. Il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, par exemple, moi tout à l'heure sur le plateau de l'équipe d'Estelle, Dominique Grimaud et Estelle Denis, ils te disent, alors évidemment, ils regardent les matchs, mais en partie, on a regardé le match parce qu'on savait qu'il y allait avoir Hatem. Et ça ne doit pas être les seuls dans ce cas-là. Mais surtout, tu te dis que s'il y en a bien un coach actuellement en Ligue 1 qui peut lui remettre la tête à l'endroit, en plus, c'est Gassé. Donc, c'est un pari qu'il fait. Franchement, c'est pas pour être méchant, mais tu te fais tellement chier à Bordeaux.
Tu te fais tellement chier dans le jeu qu'en fait, une étincelle, et d'ailleurs, on parle que de ça, hein, on a parlé que de ça, ouais, le but de Ben Arfa, hors-jeu, la frappe, le truc, etc. Tu as oublié tout le reste du match de Bordeaux, on ne parle que du fait que Hatem Ben Arfa ait démarré et qu'il ait marqué ce but hors-jeu. Donc déjà, ça, pour ça, c'est un pari réussi. Et oui, et puis je pense que on en parlait aussi avec Pierre Boubi qui était là lundi dernier, et il disait, mais même en marchant, Hatem, il peut être bon. C'est-à-dire qu'il a pas, même à 33 ans, même s'il a perdu le coup de rein, il a tellement de technique. La technique, il ne la perd pas. Évidemment, quand tu es en forme. Mais justement, il a vraiment bossé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi fit. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est la première fois, je pense, qu'il arrive dans un club sans être la star. C'est-à-dire, c'est presque Bordeaux qui lui fait une fleur. Bien sûr. Tu vois, et le connaissant, je pense que c'est pas un mauvais mec. Il a plein de défauts, mais dans le vestiaire, c'est un bon gars. Qui a très souvent été apprécié. Après, il est sans filtre. Il est nature peinture, voilà. Et je pense effectivement que c'est un mec. Écoute, il peut que nous faire. Moi, je dis, il peut que nous amener, voilà. Et puis, ça sera pas pire que tous ceux qu'on a cités avant. Non, mais exactement. Il peut. Et puis en plus, vraiment, avec le retour de Ben Arfa. Moi, au début, je me disais que Asie, tu vois, malgré tout, s'il revenait comme il était allé à Valladolid, ça pouvait ne pas être un super transfert. Et puis au final, bah, comme on a dit, hein, physiquement, il est là. Mentalement, j'ai l'impression qu'en plus, il est content d'être revenu en France. Psychologiquement, je veux dire. Donc, je pense que ça peut être qu'un bon coup pour Bordeaux. Et si en plus, bah, son salaire est moins cher que celui de Rémi Houdin et de Préville, c'est quand même un sacré coup, hein, franchement. Et que Otavio, et que, tu vois, c'est ouf. Hein. Bordeaux, ça va pas très très haut, mais les derniers salaires qui ont été sortis, ça va haut pour Koscielny. Mais après, les derniers salaires qui ont été sortis sont tous, il y en a un paquet qui sont entre 110 et 130, oui. Mais voilà, mais l'autre, c'est un signe aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il a accepté, il est venu, voilà, c'est pas rien du tout. C'est gacé, hein. C'est gacé. C'est la déclaration d'amour qu'il lui a faite. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, tu as n'importe qui, tu as 33 ans, tu te rends compte, au bout d'un moment, il s'en rend compte qu'il a merdé dans des trucs. Tu as un mec qui te fait une déclaration d'amour comme ça, et tu n'es pas à Guignon, quoi. C'est les Girondins de Bordeaux, quand même. Je veux dire, bien sûr. Même si à l'heure actuelle, on a une équipe qui est pourrie, dans le jeu, dans le truc, mais c'est un club historique. Je veux dire, et Hatem, quand même, il aura fait PSG, OM, Lyon, je ne les ai pas fait dans l'ordre. Rennes. Rennes, tu vois, il a fait quand nice. Même dans oui, mais il a quand même fait dans les 20-25 dernières années, sur les 20-25 dernières années, il a fait les 4 ou 5 plus grands clubs de France. Hein. Mais le salaire de Koscielny, c'est combien? 3, 4, non? Je crois qu'il doit être qu'il est à 400 bruts. Mais... C'est 5 millions par an, c'est pas ça? Par an, ouais. Ouais, ça doit être ça. Ça fait 4,8 millions. Ouais, ça doit être ça. Après, franchement, pour l'apport qu'il apporte à l'équipe. Oui, bien sûr. Laisse-moi le contrat qu'il a pris. Je ne sais plus si c'est un contrat de 3 ans à 400 000. Koscielny, qui lui est un mec, il est de Tulle, dans le Corrèze. C'est un projet familial. Il vient et il fait des sacrés matchs. Et que de donner un contrat à 33 ans à Méchère, un contrat de 5 ans, à 130 ou 140 000. Oui, là, on a une verrue, mon pauvre, je ne sais pas. Mais courage pour l'enlever. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Un mec comme Kos, c'est des mecs, en plus, je peux mettre ma main à couper. C'est un gars, même s'il lui reste 1 an de contrat dans 2 ans et qu'il voit qu'il a des blessures, des trucs, il ne va pas aller au bout et s'arrêtera. Tu vois, c'est des mecs moi, je peux mettre ma main à couper. Si jamais il a... Sûr. Tu vois, s'il voit qui prend le bouillon, c'est des mecs qui ont des valeurs, de l'orgueil. Le mec, s'il voit qu'il commence à prendre des bouillons, qu'il n'y est plus, il dira basta, il rentrera dans le staff ou comme ça, et puis voilà. C'est des valeurs sûres. Non, mais totalement. Mais du coup, au final, on n'a parlé que de Bordeaux, mais je voulais votre avis sur ce match, puisque du coup, on a parlé de l'île de Lens quand même. Oui, non, mais je voulais l'avis sur l'OM Bordeaux, qui pour moi, pareil, tu vois, c'était une grosse affiche de Ligue 1 du coup ce week-end. Et puis, moi, s'il y a un joueur qui m'a crevé les yeux à l'écran pendant ce match, c'était Florian Thauvin.
qui est capable du mieux comme du pire. C'est vraiment un joueur qui, pour moi, son but est exceptionnel, il est trop fort, vraiment. Il n'y en a pas beaucoup en Ligue 1 qui mettent des buts comme ça, et cette fameuse spéciale Thauvin là. Mais alors derrière le penalty qu'il rate, c'est quoi ce penalty? Il le rate, ça arrive. Dans ton analyse de Thauvin, sur les 90 minutes, tu peux pas oublier qu'il a passé 1 an sans jouer, qu'il va pas tout réussir, mais de revenir comme ça, comme il le fait, et d'être décisif. C'est lui qui les sort de la panade, premier match face à Brest, avec les coups de pied qu'il tape pour Tchaleta Tsar et le but qu'il met. C'est un garçon qui, contrairement à Dimitri Payet, au moins est en forme, au moins se cache pas, va là où ça fait mal et fait pas un match face au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Donc, Thauvin, il va pas tout réussir. Oui, il a raté son péno, c'est vrai, il le tire très mal, tu as totalement raison. Il le tire très très mal. Déjà, il aurait pas dû le tirer, moi je trouve qu'il est sévère ce péno. Ouais, il est un peu sévère. Ouais, parce que c'est le bras, puis en plus ça commence avant en fait. Je trouve que la prise de contact de Sabaly, en fait, elle est en dehors. Donc oui, c'est sévère. Mais alors, si tu trouves que le mec qui a crevé l'écran, c'est Thauvin, on n'a pas vu le même match. Pour moi, c'est Cuisance. Il a fait un match exceptionnel, Cuisance. Il a crevé la toile d'araignée de, ça c'est sûr, Thauvin de Costil. Ouais. Mais Cuisance, exceptionnel. Parce qu'il a fait un match. Déjà, Villas-Boas a changé son système. C'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Et c'est un mec qui a su insuffler de manière très simple, avec un simple passe-va, mais avec beaucoup d'activité, énormément de fluidité dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est quelque chose. En France, quand tu vois le nombre de mecs qui tricotent et qui mettent 200 ans à lâcher le ballon parce qu'ils veulent faire surtouche sur surtouche, là, tu vois un mec qui passe, qui fait des remises dans des combinaisons, et en fait, ça donne envie à tout le monde de faire circuler la balle. Et un mec qui arrive et qui fluidifie comme ça le jeu de son équipe, après avoir passé une semaine avec son équipe, à l'entraînement collectif, franchement, chapeau bas. Chapeau bas, le gars. Non, mais vraiment, mais moi, je trouve que Cuisance, genre, franchement, il a pas eu de chance au Bayern, où il a été malheureusement mis placardisé, tout ça là. Non, mais ça, tu peux pas dire ça. C'est pas qu'il a pas eu de chance. Pour avoir eu des échos des gens de là-bas, des gens qui connaissent, voilà. Cuisance, il faut savoir que c'est un énorme caractère qui s'est pris la tête avec beaucoup de personnes au Bayern, avec pas mal de joueurs cadres. Lewandowski, hein. Oui, mais au-delà même de ça, c'est quelqu'un qui a un très... Alors, c'est bien d'avoir un très fort caractère, et si tu regardes ce qui s'est passé à Mönchengladbach, il fait une première saison où il est élu joueur de la saison par les supporters. Après, il veut partir, ça se fait pas, donc il joue que 9 matchs parce qu'il y avait déjà, entre guillemets, un peu trop de confiance en lui. Au Bayern, c'est pas toujours... Déjà, il y avait énormément de concurrence, mais en plus, c'est pas toujours très bien passé de par son caractère. Donc, il n'a pas été mis au placard, hein. Ça, c'est pas passé comme ça. En tout cas, tu vois, genre, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais du coup, tu vois, genre, je trouve que c'est un joueur qui va clairement se relancer en Ligue 1. Et puis, à l'OM, en plus, il est tombé avec un coach qui... Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais de tous les joueurs qui sont partis de l'OM là, ces dernières années, enfin, depuis que Villas-Boas, il est là et tout, franchement, j'ai pas souvenir d'un seul mec qui soit pas été attaché à Villas-Boas, que ce soit sur les réseaux sociaux où il y a des grandes déclarations de... Pas d'amour, mais tu m'as compris. Il a été obligé. Je veux dire, Villas-Boas, tu peux le retrouver, il change de club tous les 2 ans. Donc, tu peux le retrouver dans un autre club, il ne va pas le tailler, quoi. Obligé. Il était obligé d'enfoncer le couteau dans les Marseillais, là. Attends, là, tu touches. Faut se méfier. Villas-Boas, faut se méfier. On parlait d'attitude Chelsea-Tottenham, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Donc, je pense que là, c'est pas pour donner raison à Nando, mais attention sur la com avec Villas-Boas, parce que déjà, tout le monde sait que c'est quelqu'un d'influent, qui a un réseau très important, mais vraiment très important. Et la com, ça va bien 2 minutes, mais alors c'est un super coach, super technicien, mais quand tu commences à Chelsea et Tottenham et que tu finis par entraîner l'Olympique de Marseille sans porter offense à l'OM, c'est qu'il s'est passé des choses dans ta carrière aussi, et que t'as pas toujours... Après, il était jeune quand même quand il est allé à Chelsea et tout. Hein. Oui, et à l'époque, c'était pas le Tottenham d'aujourd'hui aussi. Hein. On le prenait pour le futur Mourinho. Et tu as vu comment ça a démarré, tu connais un peu l'histoire. Il est toujours rentré dans le bon wagon, en fait.
Après, ça ne lui enlève pas des qualités qu'il a, des trucs comme ça. Il n'est pas parti au Zénith aussi, non? Il a été au Zénith, il a été au Shanghai Ship. Shanghai Ship, putain. Là, on t'en veut pas, ça dure à dire. Non, mais c'est un Tottenham. Tu dis que c'était pas le Tottenham. Il arrive à Tottenham. Si je dis pas de bêtises sur les années, c'est l'après Gareth Bale. Ils prennent beaucoup d'argent. C'est lui qui est en partie responsable d'un mercato un petit peu raté où ils ont balancé à l'époque, c'était beaucoup d'argent, 30 millions sur Soldado, plein de transferts comme ça un peu. Donc Villas-Boas, c'est exceptionnel ce qu'il fait à l'Olympique de Marseille, mais c'est un entraîneur qui, sur le long terme pour l'instant, n'a pas réussi à s'installer dans un club, qui n'a pas réussi à avoir de la continuité dans ses résultats. Voilà. Et c'est quand même un mec qui a commencé par Porto, Chelsea, Tottenham, et qui, comme on vient de le dire, a fait Zénith, Shanghai. Bon, c'est carrière un petit peu particulière, quoi. Donc, il faut se méfier du personnage aussi. Je vous rappelle juste qu'il avait dit ouais, si Zubizarreta s'en va, je serai plus à l'Olympique de Marseille, on est liés, on est des frères, etc. Et là, il nous parle de prolongation. Je vois ce que tu veux dire. Non, de toute façon, moi je pense que là où il s'instaure, où il fera carrière, il refera carrière et une très longue carrière, ça va être à Porto. À Porto, tout le monde l'attend comme le Messi, ils attendent sa venue, son retour. Conceição, il est plus du tout. Enfin, il n'est pas du tout autant apprécié, tu vois, Pourtant, c'est un sacré coach, moi je trouve, Conceição. Ouais, mais ça s'est super mal passé. Il a eu vraiment pas mal de trucs avec les supporters et tout. Et c'est un club particulier, Porto. Oui, aussi, hein. Ne peuvent y aller que les mecs qui savent naviguer, en fait. Quand tu es trop frontal, c'est un club hyper. Mais, enfin, tu vois, c'est très, très difficile. Tu vois, même des mecs plutôt gentils et des trucs comme ça, comme comment il s'appelle, l'entraîneur de. Qui ça? L'entraîneur de Séville. Lopetegui. Comme Lopetegui, il s'est fait. Enfin, tu vois, ça s'est fini salement, quoi. Et bon, c'est compliqué comme club. Non, mais t'as raison, Nando. C'est le club. Lopetegui, c'était quand même énormément de choix. Hein. De quoi? Lopetegui, il a quand même directement, il s'est rapidement attaqué à Pinto da Costa, qui est le président depuis. C'est ce que tu vois, genre. Non, mais ouais. Tu peux être gentil ou tu peux être grande gueule. Et le problème d'un mec comme Conceição, il va peut-être avaler une couleuvre, mais la deuxième, tu te la prends. Quoi. Au Portugal, est-ce qu'on dit pas Conceição? Exactement. Et je crois qu'on dit Conceição. Conceição. Voilà. Les gars, je voulais juste dire, mine de rien, ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Et je voulais rapidement essayer de terminer, parce qu'on va pas non plus. Surtout que j'ai plus de batterie, les gars, il me reste 1%. Oh, jure. Je te jure que c'est vrai. Je te jure. Pas d'anecdote. Et t'as le temps de dire un truc ou non? Bien sûr. Okay, bah, dites-moi. Écoute, bien sûr. Si tu avais une anecdote à nous raconter dans le monde du football, quelle serait l'anecdote que tu nous raconterais? Qui te soit arrivé? Un petit truc, une soirée, pas une soirée, t'es pas obligé. Un truc qui est rigolo avec. Non, mais. Non, tu sais quoi Non, les soirées, je peux pas. Il n'y en a pas dans le monde du foot des soirées. En plus, moi, je sors pas. Moi. Non. Simplement, un truc qui m'est arrivé et qui a été une expérience fabuleuse et qui a changé ma perception de ce métier, c'est la Coupe du Monde 2018 parce que j'ai eu la chance de la faire sur site, de la couvrir. À l'époque, j'étais pour Yahoo et 2 souvenirs absolument exceptionnels. Un dans le positif, un dans le négatif malheureusement. Je vais commencer par le négatif. J'ai eu avec mon GRI et 2 personnes, 2 autres confrères, on a eu un accident de voiture en sortant du centre d'entraînement à Istrade, l'équipe de France, et ça aurait pu être grave et finalement ça l'a pas été. Mais un truc de fou parce que tu parles pas la langue, il y a la flic qui arrive, je me suis retrouvé à 2h du mat avec une remorqueuse, aller déposer la voiture cassée de l'assurance, un contrat russe, enfin un truc mais absolument incroyable. Puis je me retrouve à faire le déplacement, c'était avant France-Uruguay à Nijni Novgorod, j'avais pris un coup sur les côtes, j'avais du mal à faire le match, etc. Mais j'y suis allé. Bref, c'est un souvenir. D'ailleurs, je fais une bise amicale à mon GRI de l'époque qui est Rémi Amarouche, un mec absolument superbe. Bon, voilà, un truc. Mais bon, c'est une expérience, tu vois, de fou. Parce que tu te dis que tu passes pas loin d'un truc très grave et puis au final, tu es dans une Coupe du Monde. Puis voilà. Et l'autre anecdote, c'est France-Argentine.
Mais alors là, ça, c'est exceptionnel. On est dans le stade à Kazan. C'est le stade dans lequel l'équipe de France commence sa Coupe du Monde face à l'Australie. Donc, c'est un stade qui est vraiment très beau. Kazan, c'est une super ville en plus. Super moderne. Ouais, super moderne. Mais la ville de Kazan est exceptionnelle. Si vous avez l'occasion, bon, là, le contexte est particulier, mais d'y aller, c'est fantastique. Et en fait, on se retrouve parce que Yahoo, c'est un média américain. Donc, on n'est pas en fait avec les médias français. On est avec les médias étrangers. Et on est avec les Argentins. Et alors là, le match commence, match de fou. Et les mecs, ils avaient une dent contre Pogba. Mais ils passaient leur temps à clairement insulter Pogba, mais un truc de fou. Et en fait, dès qu'il y avait un but de l'Argentine, nous, la culture française fait quand tu es en tribune de presse, tu célèbres pas les buts. Tu vois, tu es calme, tu restes là, tu écris ton article ou ton truc, etc. Et je te jure, les mecs, but de l'Argentine, ils se levaient comme ça, ils étaient comme des fous, ils insultaient les Français, etc. Donc, toi, avec mon GRI, on commence le match. Et bon, il y a 2-1 à la mi-temps pour l'équipe d'Argentine, mais tu vois, on faisait profil bas. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on leur a mis aux journalistes argentins? Je te raconte pas. Chaque but de l'équipe de France, mon GRI, à un moment, il pousse le gobelet comme ça. Il dit Viva Francia, etc. Il était comme un dingue. La tribune de presse, c'était la folie absolue. Et j'avoue que c'est un souvenir, mais exceptionnel, parce que, bon, première Coupe du Monde, et les mecs qui te branchent. Tu es en train de te défoncer. Ah ouais? Ah oui, pardon. J'avais plus de batterie, les gars. Je vous non, mais on s'en est douté. On t'a vu, ta caméra, elle a stoppé net. Ouais, et d'ailleurs, il y a un très beau screen quand on verra. Ah ouais? mais je disais, mais punaise, je croyais que je leur dis, putain, quand tu allais donner les bonnes anecdotes 2018, je croyais que tu allais me faire croquer, que tu allais dire, putain, les live tweets de Nando sur Yahoo, c'était magique et tout. Bon, tu le sais, ça. Tu le sais que c'était magique. Tu le sais. Attends, et s'il y en a bien qui t'a défendu corps et âme, c'était quand même. Ouais, je sais bien. Ouais, je rigole. Il fallait qu'on meuble, donc tu vois, on était en train de parler comme ça. Et alors après, on a une dernière. Après, on te libère. Hein. On a une dernière question que l'on pose. Donc, tes anecdotes étaient géniales. La dernière question qu'on va te poser, qu'on pose habituellement en fin de live, c'est si tu avais 3 invités à nous conseiller d'inviter. Donc, chez nous, des bons clients, des mecs comme toi, comme nous, dans l'esprit, tu vois. Qui c'est que tu nous conseillerais d'inviter? En un, Bertrand Latour, qui est super bon délire, qui est au-delà d'être brillant et à mon sens le plus doué de sa génération, etc., etc. Je ne vais pas faire des compliments parce que voilà, mais il sait tout le bien que je pense de lui. Mais Bertrand, en un, parce qu'il est... Ah je crois que les petits bugs, ça présageait les copains. Ah, le pauvre. On va tous, on va polluer. En fait, il fallait qu'ils disent les noms d'un coup, tac, tac, tac. Et après, les commentaires. D'ailleurs, on m'a masqué. Ta cote à 1,05, elle est passée du coup. C'est sûr les gars, je voulais juste dire un truc, parce que bon, là, vous ne le savez pas, mais Lilian, il n'est pas avec nous ce soir. C'est Julien, du coup, qui fait la régie. Et Julien est très, très bon depuis tout à l'heure. Il chante très, très bien, frérot. Des gros GG pour Julien, qui n'est pas avec nous tout le temps, les gars. Faites-lui des cœurs. Oui. J'ai rien dit, Julien, parce que je t'aime pas trop. Je préfère Lilian. Mais mais non, c'est super, Lilian. Non, c'est surtout que Julien, c'est super. C'est surtout que j'y connais pas grand-chose, donc à ce niveau-là. Donc voilà. Non, vraiment, il est très très bon depuis tout à l'heure. Il fait très bien les changements et tout. Et il y a Mohamed Roger qui est modérateur et qui dit des choses pas sympas. On va le ban. Bannez-le, s'il vous plaît, les modos. Il va se ban lui-même. On va l'attraper devant chez lui, là. Ça tient, on va te choper devant chez toi, mec. Ah, Giovanni, cette fois, c'est bon. Cette fois, c'est la bonne. Il reste plus que la carte et on est bon. Ouais, désolé. Et mon chargeur, vous n'avez pas de chance, j'ai un chargeur qui a grillé, j'ai dû changer de chargeur. Bon, bref. Donc, je disais. Enchaîne-les, vas-y. Alors, tu les enchaînes comme si je t'avais posé la question à l'instant. Allez.
Donc, Bertrand Latour, parce que meilleur client que vous puissiez avoir, très bon état d'esprit, brillant journaliste, bien évidemment. Après, quelqu'un qui est très, très marrant et qui gagne à être connu dans le cadre privé, etc., c'est Philippe Sansfourche. Avec qui j'ai fait pas mal d'émissions sur RTL et avec qui, bien évidemment, je fais l'équipe du soir. Et puis un autre qui est bon, aussi très sympa et qui, pour le coup, est assez grande gueule, c'est Ludo Bragnac. Ah, très sympa, Ludo. Très, très sympa, Ludo. Qui a joué chez toi, Nando. Oui, je sais bien. on lui fait un plaisir, là. Bon, après, la priorité, votre mercato, si vous devez faire la meilleure signature du monde, c'est Bertrand Latour. Oui, écoute. Et tu sais comment c'est le mercato, il y a des intermédiaires. Donc, nous, on peut y aller. Mais disons que si vous faites Ludo, ça sera très bien, mais c'est pas du niveau de Bertrand, quoi. Je t'embrasse. Alors ça déjà, on va cliquer, on va l'envoyer direct à Ludo. Comme ça, il va être chaud de date. Et voilà. Non, mais t'as bien fait de passer en premier, en fait. Je sais pas si t'as bien fait. De passer en premier? Non, j'ai très mal fait parce que Bertrand sera meilleur, mais c'est pas grave, c'est la vie. Les gars, en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder l'équipe d'Estelle. Je pense que les prochaines émissions risquent d'être sucrées. Et l'équipe du soir. Et l'équipe du soir, bien évidemment. Sinon, il ne faut pas faire de jaloux entre Mémé et Estelle. Bon, exactement. Bon, les gars, comme d'habitude, on va se dire au revoir. On va en profiter pour remercier Giovanni, déjà tout d'abord pour les trois fois où tu es revenu et tout. Vraiment, trop cool. Merci beaucoup. Tu aurais pu lâcher l'affaire. Vraiment. Mais du coup, je t'explique comment on fait d'habitude. Je te dis au revoir, Sofiane dit au revoir, Nando dit au revoir et après, tu as le mot de la fin. Tu dis au revoir et tu peux dire ce que tu veux, ok? Du coup, les gars, je voulais vous remercier. Merci à tout le chat, tous ceux qui ont été parmi nous ce soir. Merci à Giovanni pour ta gentillesse. Et puis, Dieu sait qu'en plus, aujourd'hui, les gars, j'étais giga en retard. Donc, il a été super cool. Du coup, les copains, je vous donne rendez-vous dès demain, 23h. Nous allons débriefer Paris Saint-Germain, Manchester United avec un très, très grand invité de marque, Monsieur Adrien Garnier. Donc, voilà, les amis, on vous conseille d'être avec nous demain dès 23h. Et puis, voilà, je vais passer la main à notre ami Natteriste qui a un rendez-vous. Non, mais bref. Déjà, hop. Ensuite, merci à Giovanni d'être passé. C'était un super moment. Franchement, merci à toi. Donc, j'espère que tu vas aller loin aussi. Et merci au chat aussi. Et voilà, je ne vais pas parler plus parce qu'après, je vais être en retard aussi. Bon, Gio, merci beaucoup d'être venu. C'était super. Écoute, tu sais très bien aussi le bien que je pense de toi. Je te souhaite un gros merde parce que tu gravis les échelons. Fais gaffe, parce que ça, c'est le vieux qui parle, mais t'es à la radio, à la télé, il manque plus que la presse écrite. Tu fais tes PMP bientôt? Non, jamais. Laisse ça à Benjamin. Moi, je vais pas là. Non, je te souhaite plein de bonnes choses. Écoute, un gros merde pour la suite. Merci à tout le chat d'avoir été là. Et puis, je remercie mes acolytes habituels. Et puis, je te laisse la parole. Bon, merci à tous déjà d'avoir suivi ce live. Merci à vous trois. C'était vraiment très sympa, discussion de passionnés. Je recommande de regarder. Voilà, on a la parole, on peut dire ce qu'on veut, c'est libre, c'est évidemment très agréable. Je remercie plus particulièrement Nando parce que c'est lui que je connais davantage, qui est un super mec. J'ai eu l'occasion de bosser avec lui. Très fiable, très pro, toujours des idées, de la créativité. Donc, c'est vraiment un super mec. Et puis, je recommande à tout le monde chaudement IceFoot. Et puis, j'espère qu'on va vous rendre quand même votre compte Twitter. C'est surtout ça. J'espère que vous allez le récupérer parce que des mois de travail qu'on vous retire comme ça, c'est pas cool. Et à très vite. Et puis, moi, je vais continuer de vous suivre. Ciao, ciao. C'est parfait. Merci beaucoup. En tout cas, les gars, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve dès demain. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Bye.